Mesdames et Messieurs les sénateurs, dans chacun des territoires que vous représentez, depuis 3 semaines, des groupes de Français ayant enfilé un gilet jaune, parfois des groupes très restreints, parfois des groupes plus larges, organisent des barrages filtrants, ouvrent des péages, occupent des ronds-points ou des zones commerciales. Ces actions se déroulent en général dans le calme. Un calme qui contraste avec l'extrême violence que nous avons connue samedi dernier à Paris et dans de nombreuses villes, à Toulouse, à Marseille, au Puy-en-Velay, où le président de la République s'est rendu mardi. Vous êtes, ou vous avez été, des élus locaux. Moi aussi. Cette colère, vous ne la découvrez pas. Moi non plus. Nous l'avons sentie monter, année après année, élection après élection, qu'elle se formule parfois par des abstentions massives ou qu'elle se formule d'autres fois par des coups de semonce. Contrairement à quelques autres, je ne cherche pas à désigner les coupables de cette colère, mais je constate qu'elle vient de loin, qu'elle a longtemps été muette, et que si elle a été muette, c'est parce que longtemps elle a été tue, par pudeur, par fierté parfois, car se mettre en colère et dénoncer quelque chose que l'on subit, c'est parfois vécu et perçu comme quelque chose qui ne serait pas à la hauteur. Certains ont reconnu, avec beaucoup de sagesse et d'honnêteté, que cette colère venait de loin. Je veux les en remercier, pas en mon nom propre, bien entendu, mais au nom de ceux qui, loin des surenchères, recherchent, sans renier bien évidemment leurs convictions, comme quoi les deux sont possibles, une issue républicaine à une crise dont la violence a surpris tout le monde. Les Français qui portent un gilet jaune l'ont dit, ils veulent moins d'impôts, moins de taxes, et savoir à quoi ces impôts et ces taxes servent. Et c'est bien légitime. Nous devons donc ouvrir un débat. Le débat, il a lieu évidemment et heureusement, c'est le sens même de la démocratie et du contrôle parlementaire, chaque année dans les deux assemblées. Mais reconnaissons ensemble, mesdames et messieurs les sénateurs, que la technicité de ce débat, sa qualité à certains égards, mais sa grande technicité, rend parfois difficile la lecture, les enjeux de l'utilisation de telle ou telle enveloppe, la réalité ou les perspectives de telle ou telle recette. Nous devons donc ouvrir un débat qui permette de ramener de la clarté, de la transparence dans une question dont nous savons tous qu'elle est très passionnelle en France. Une question passionnelle que nous devons aborder dans le calme, sans pour autant transiger sur l'ambition. Je me fixe 2 règles en la matière. D'abord, que ce débat ne crée pas de nouvelles taxes et qu'il ne vienne pas creuser ou augmenter encore la dette. Nous voulons baisser les impôts, très bien. Alors, regardons l'ensemble du sujet, de la dépense, des recettes et de cette dette qui a crû de façon très significative en France depuis maintenant de nombreuses années. Soyons vigilants à ce que nous ne léguions pas à nos enfants des taxes futures, des dettes qui viendront grever leur pouvoir d'achat. Et soyons vigilants à ce que la maîtrise de la dépense publique préserve les territoires et les Français qui en ont le plus besoin. Ce débat, il doit être national et doit être également territorial, au plus près des Français. Il doit être institutionnel puisque nous pouvons nous appuyer, et c'est tant mieux, sur des associations, des institutions qui ont été créées pour faire vivre le débat public,
au premier rang desquels, bien entendu, les deux assemblées. Mais au-delà de ces deux assemblées parlementaires, le Conseil économique, social et environnemental, les institutions régionales qui existent en la matière. Mais il doit être aussi ce débat informel, direct, afin que chacun sache qu'il pourra y prendre part et qu'il pourra être entendu. Il est impératif, mesdames et messieurs les sénateurs, que les maires prennent toute leur part dans ce débat. Et permettez-moi de profiter de cette tribune pour saluer et remercier ceux d'entre eux qui ont relayé notre message d'apaisement. Remercier l'Association des maires d'Île-de-France qui a proposé d'ouvrir des cahiers à destination de ceux des Français qui souhaitent s'exprimer directement. Remercier aussi les maires ruraux qui organisent ce samedi une journée mairie ouverte pour dialoguer. Pour moi, la vraie démocratie directe, celle qui permet d'allier la proximité et la légitimité, c'est bien celle-là. Les maires sont d'ailleurs, une fois encore, en première ligne sur le terrain pour appeler au calme et répondre à la colère. Certains nous ont demandé des effectifs policiers supplémentaires en prévision de samedi prochain. Nous travaillons activement avec ceux qui expriment ces besoins pour pouvoir y répondre dans des conditions satisfaisantes. Cette lucidité nous oblige à continuer de réduire la dépense publique dans notre pays, justement pour pouvoir baisser les impôts. Nous avons vu combien ces deux baisses, parce qu'elles sont liées, sont urgentes. En 2017, la France a réduit ses déficits. Elle continuera à le faire. Elle maîtrise la hausse de la dépense publique de l'État. Grâce à l'engagement des élus, elle maîtrise aussi la hausse de la dépense publique locale. Et grâce à nos efforts continus, ceux de nos prédécesseurs et ceux de la majorité actuelle, nous allons pouvoir voter un budget de la sécurité sociale à l'équilibre. Ces tendances encourageantes sont le fruit d'efforts collectifs, en vérité moins celles de majorités successives que des Français, passés, présents, nationaux et locaux. Depuis le mois d'octobre, des millions de contribuables ont bénéficié d'une baisse de 30% de leur taxe d'habitation. Une taxe que beaucoup d'entre nous disaient à juste titre injuste. Une taxe que beaucoup d'entre nous dénonçaient depuis des années et que nous allons supprimer par tranches successives en compensant, comme c'est bien naturel et comme c'est surtout bien constitutionnel, à l'euro près pour les collectivités, la charge. Nous avons choisi aussi de réduire et de simplifier la fiscalité sur le capital, parce qu'il s'agissait d'un engagement pris au moment de la campagne présidentielle puis de la campagne législative devant les Français, parce que nos entreprises ont besoin de capital pour se développer, parce que notre pays a besoin d'investisseurs nationaux et étrangers. C'est un choix de stratégie économique totalement annoncé et totalement assumé. Ce choix, je l'ai dit hier, nous sommes prêts à l'évaluer. Nous n'avons pas peur de ce débat. Nous pensons qu'il est nécessaire. Et nous croyons même qu'il permettra de documenter, de démontrer le bien-fondé de ce choix. Mes premiers mots seront d'abord pour nos forces de l'ordre. Ces hommes, ces femmes ont été les victimes d'un incroyable déchaînement de violence dont bien souvent le but était d'attaquer, de blesser, parfois même de tuer. Ces hommes, ces femmes ne sont pas simplement des représentants de la République. Ne seraient-ils que des représentants de la République, ce serait déjà une immense fierté. Ils ont été samedi les gardiens de la République, les incarnations de la République, les défenseurs de la République. Je veux leur dire, en mon nom propre et au nom de l'ensemble du gouvernement, et je crois au nom de l'ensemble de la nation, ma reconnaissance, mon admiration face à leur sang-froid, face à leur professionnalisme. Les événements de samedi dernier doivent nous conduire à faire preuve de la plus grande prudence et de la plus grande détermination. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur a invité celles et ceux qui envisageaient de se rendre à Paris samedi prochain pour manifester à ne pas le faire.
il ne s'agit pas d'interdire de s'exprimer, mais bien d'éviter qu'ils soient pris au piège, d'une certaine façon, que leur tendent les casseurs. Pour y faire face, le gouvernement va mobiliser des moyens exceptionnels qui s'ajouteront aux 65 000 forces de sécurité qui seront déployées dans toute la France. Nous continuerons à interpeller, à traduire en justice toute personne prise en flagrant délit de violence ou de dégradation. Nous continuerons à faire preuve de la plus grande fermeté. Nous nous battrons contre la haine et contre la violence qui s'exprime dans une incroyable violence. Je voudrais, pour en conclure, profiter de cette tribune pour saluer tous ceux qui ont lancé ou relayé cet appel au calme. Les organisations syndicales, des associations, des élus nationaux, quelles que soient les formations politiques dont ils sont membres, et quelle que soit la vision ou la position qu'ils puissent avoir face au gouvernement. Ils ont dit que leur responsabilité était d'appeler au calme et à ne pas manifester samedi. Cette responsabilité les honore et je voudrais dire combien elle les grandit. En France, dans cet hémicycle, comme dans toutes les rues, c'est la République qui doit avoir toujours le dernier mot. Elle est notre chose commune. Et puisque nous l'aimons, nous devons la préserver. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, nous avons en cet instant tous conscience de la gravité de la situation, de la portée des mots aussi. Et je voudrais, cet après-midi, vous parler avec mon cœur de Français, avec mes convictions républicaines. Je voudrais vous parler d'homme à homme aussi, dans cette situation difficile, cette situation qui, évidemment, peut déraper, cette situation qui exige de nous une hauteur de vue. La vérité, c'est aussi que nous avons le devoir de nous rassembler sur une double exigence. Une exigence de fermeté, une exigence de responsabilité. L'exigence de fermeté d'abord, la fermeté en face de la violence. Nous sommes les élus de la République, mes chers collègues. Nous ne devons supporter aucune atteinte d'abord à ceux qui la servent, aux forces de l'ordre, aux forces de la sécurité civile. Nous ne devons tolérer aucun acte de vandalisme, aucun acte qui dégrade, qui profane les symboles les plus sacrés de la République, de la France. Bien sûr, l'Arc de Triomphe. Bien sûr, évidemment, ce lieu sacré où repose le soldat inconnu, la tombe profanée. Mon grand-père était un poilu et je ne doute pas que parmi vous, vous ayez des aïeux, des grands-parents qui ont été aussi des poilus. Ces actes ne sont pas des actes de résistance, comme je l'ai entendu. Ce ne sont pas non plus des actes qu'il faudrait excuser, ce sont des actes de barbarie qu'il faut punir de la façon la plus sévère. En cet instant, Monsieur le Premier ministre, ce que nous vous demandons, ce que nous demandons à vos ministres, c'est de casser les casseurs. Depuis le départ, nous avons dénoncé les violences. Depuis le début, nous appelons au calme, et je le fais aujourd'hui avec tous mes collègues, quel que soit le banc, quels que soient les groupes, évidemment. Mais depuis le début, nous n'avons pas confondu. Nous avons fait la différence de cette France du grand déclassement, celle qui travaille dur, qui ne parvient pas à boucler ses fins de mois, celle qui manifeste aussi en plantant des drapeaux tricolores sur des ronds-points, en chantant la Marseillaise. Bien sûr, nous ne confondons pas cette France du labeur, avec la France de l'ensauvagement, cette France qui profite du désordre pour piller, pour crier et surtout pour crier la haine de la République. C'est intolérable, bien sûr, et tous les groupes devraient le dénoncer comme tel, sans aucune fausse pudeur. Il y a cette forme d'arrogance et parfois de mépris qu'on a appelé la verticalité. Les Français n'ont pas besoin qu'on leur fasse de la pédagogie pour savoir ce qu'est un impôt, savoir ce qu'est une taxe. Ils savent parfaitement. Qu'est-ce que ce nouveau monde, si ça n'a été le prétexte à détruire l'ancien, à enjamber, oui, à enjamber les corps intermédiaires, les maires notamment. Les maires, alors que
nous avons une crise de la démocratie, de la représentation la plus difficile, les maires dans lesquels les Français portent encore l'essentiel de leur confiance, les partenaires sociaux, les présidents d'associations. C'était ce nouveau monde qui était soi-disant le meilleur des mondes. Et pour paraphraser Peggy, ce monde qui fait le malin, ce monde de ceux qui savent, ce monde de ceux qui n'ont plus rien à apprendre. L'urgence est absolue. Au-delà de l'impact à l'étranger et du coût économique, un nouveau samedi de chaos nous rapproche d'un bilan dramatique. Le vandalisme, le déchaînement de violence y conduisent, les réactions de peur et d'autodéfense y mènent tout autant. Dans ce contexte, la question d'un abandon de nouvelles taxes carburant ne se posait même plus. Le Sénat les avait supprimées. Il est dommage de ne pas nous avoir écoutés dès l'an dernier. Un freinage à temps aurait mieux valu qu'une sortie de route. Ce sont des annulations et le problème aujourd'hui demeure entier pour le pouvoir d'achat. Au demeurant, le problème de l'annulation des hausses sur l'électricité va se poser dramatiquement. On sait quelle est la doctrine du Conseil d'État en la matière et il y aura rattrapage. La crise doit désormais être une opportunité pour repartir sur de nouvelles bases. Mon expérience, notre expérience d'élus locaux conduit à quelques certitudes. Les réformes doivent avoir un sens, le ressenti est aussi important que la réalité, l'égalité des chances à long terme ne peut compenser l'injustice sociale immédiate, le discrédit partiel des corps intermédiaires ne peut justifier la verticalité de l'exercice du pouvoir. Enfin, les responsabilités de vos prédécesseurs ne vous exonèrent pas de vos propres erreurs. Ce n'est pas parce que vous avez trouvé des dettes publiques considérables, des prélèvements excessifs, des déficits extérieurs, une compétitivité des entreprises en berne, que vous aviez le champ ouvert à toutes les impulsions de la majorité. Pour les mêmes raisons que dans une démocratie, il est préférable de mettre des bulletins dans des urnes que des pierres dans les vitrines. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je voudrais que dans cet hémicycle, nous nous interrogions avec gravité, mes chers collègues, sur le fait que l'une des premières revendications du mouvement actuel, nous l'avons tous entendu, c'était la suppression du Sénat. Est-ce que nous avons, nous, ici, nous taire là-dessus? Est-ce que nous ne voyons pas ce que ça signifie? La réalité, c'est que nous sommes pris entre deux feux. D'un côté, un président de la République qui, dans son obsession de la verticalité, a cru qu'il pouvait enjamber les corps intermédiaires, les parlementaires, les élus locaux, et qui se retrouve aujourd'hui logiquement ayant fait le vide de ses interlocuteurs institutionnels en confrontation directe avec une base radicalisée. De l'autre côté, un mouvement qui pense que, sans aucune organisation et grâce à Facebook, on peut se passer de la représentation nationale, voire demander sa disparition. Ce que nous savons, nous, c'est qu'un pays ne peut se diriger par les réseaux sociaux, que chaque jour un peu plus, ces réseaux sociaux sont envahis de fake news et de bullshit, que chaque jour un peu plus, leur devise semble être « je hais, donc je suis ». Ce que nous savons, c'est qu'une situation dans laquelle une base radicalisée s'oppose sans aucun intermédiaire au gouvernement et au président, au point qu'un de ses leaders n'a pas hésité hier à appeler à envahir l'Élysée samedi prochain, qu'une telle situation ne peut se terminer que de deux manières, soit l'insurrection, soit en cas de pourrissement, la dispersion d'un mouvement et l'oubli de ses objectifs, dont il ne resterait pas plus que ce qui reste d'un moineau ayant traversé un ventilateur. Avez-vous entendu la colère rentrée de cette aide-soignante qui n'arrive plus à vêtir ses enfants? Avez-vous entendu ces pères de famille meurtris de ne pouvoir offrir de cadeaux pour Noël? Avez-vous entendu ces retraités guettant la sortie des poubelles des supermarchés pour se nourrir? Avez-vous entendu ces femmes et ces hommes en découvert dès le 10 de chaque mois, dans l'incapacité à compter de ce jour, de se nourrir, de se vêtir, de vivre? Vivre, trouver les moyens pour vivre, trouver le temps de vivre, c'est ce cri qui couve depuis des années et qui aujourd'hui explose et vous prend totalement au dépourvu, vous, Monsieur le Premier ministre, et je dirais surtout le Président de la République. Monsieur le Premier ministre, nous vivons la fin d'un régime politique. La dernière élection présidentielle a souligné le dysfonctionnement, voire l'absurdité du système. Un homme est élu pour 5 ans, pas sur son programme, mais contre une autre candidate. Une assemblée est élue dans la foulée avec un mode de scrutin déformateur.
le peuple aurait été ainsi mis hors jeu, après avoir signé un blanc-seing sur un programme imprécis, voire inexistant. Mais, Monsieur le Premier ministre, le peuple est de retour. Et ce vieux système usé qui a vu la transmission du pouvoir du politique vers l'économie vacille. Ce retour du peuple n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est le retour de la démocratie. La responsabilité de l'État vous incombe. Il vous incombe de prendre les décisions pour parvenir à ce calme. Toute cette situation est inquiétante et doit nous faire comprendre l'urgence dans laquelle nous sommes. Une urgence sociale, une urgence démocratique et citoyenne, sans oublier l'urgence écologique qui reste entière. L'urgence écologique n'est d'ailleurs pas remise en cause par l'opinion. Les Gilets jaunes ne sont pas un mouvement anti-écolo. Ils sont d'abord un mouvement contre l'injustice. Ils ne remettent pas en cause la nécessaire transition écologique. J'entends d'abord des citoyens qui la voudraient, cette transition écologique, mais qui n'ont pas les moyens de s'engager dans le mouvement. Ce qui agit contre la transition, c'est avant tout vos mesures injustes qui font peser sur les classes moyennes et les plus modestes le financement de la transition écologique, tout en redistribuant aux plus aisés. Inversez votre politique pour renforcer le soutien de notre pays à la cause environnementale. L'inversion de votre politique devrait d'ailleurs être votre priorité pour répondre à l'urgence sociale. Vous avez consenti à quelques mesures, en premier lieu desquelles le moratoire, non plus de 6 mois, mais d'1 an, sur la fiscalité carbone, dont acte, c'était, je crois, nécessaire. Mais ce moratoire, nous n'avons cessé de vous le dire, n'est qu'une partie du préalable aux conditions pour le dialogue, tellement vous avez tardé. L'urgence sociale reste grande, reste totale, même avec la suspension de la taxe carbone. Cette urgence sociale dépasse la question des prix de l'essence. Elle touche avant tout la question des salaires, qui stagnent, il est vrai, depuis plus de 10 ans. Et s'il y a eu une tolérance face à cette stagnation durant des années, parce que chacun comprenait que la sortie de crise était difficile, il y a maintenant une impatience. Une impatience d'autant plus prononcée que votre politique fiscale est injuste, puisqu'elle vise à diminuer les impôts de 1% les plus riches, tout en augmentant les taxes que payent plein pot les classes moyennes et les plus pauvres. L'impôt doit être accepté par tous, et pour cela, il doit être juste. Sans cela, c'est le fondement même de l'État-providence que vous attaquez. Alors la question de cette justice fiscale se pose autant que celle du niveau des salaires. Nous disons non à l'État-pénitence. La crise que nous vivons ne ressemble à aucune autre, car elle se rattache à l'un des plus grands défis de l'humanité. Comme l'immense majorité de nos concitoyens, mon groupe est convaincu depuis longtemps de la menace que fait peser le réchauffement climatique sur l'homme, ainsi que de l'urgence d'une transition écologique et énergétique. C'est aussi notre modèle de croissance qui doit être interrogé, tout comme la redistribution des richesses. Mais sans doute, cette transition appelle-t-elle aussi d'imaginer cet avenir à l'échelle de nos concitoyens, afin qu'ils deviennent des acteurs pleinement conscients de cette transformation profonde. Nous cherchons d'abord à répondre aux besoins spécifiques des territoires, dans leur diversité. Non, tout le monde n'a pas vocation à créer une start-up. Pas plus que le numérique ne doit devenir l'alpha et l'oméga de toute réforme. Pensez aux zones qui attendent encore la 1G, d'ailleurs le téléphone portable, et cessons de ne donner la parole qu'aux financiers. Monsieur le Premier ministre, mon groupe a toujours privilégié le dialogue à la verticalité du pouvoir. Pour nous, l'empathie, c'est-à-dire aimer les gens, est une méthode de gouvernement, sans doute parce que nous sommes tous élus locaux et que nous sommes fiers de l'être. Je veux voir dans cette invitation à la réforme structurelle quelque chose qui n'est pas justement le petit réglage fin d'un problème qu'on essaierait de faire disparaître au jour le jour. Je pense, et j'essaie d'être précis quand je m'exprime et nuancé, je ne crois pas une seconde qu'il faille s'exonérer de ses responsabilités en rejetant toute la faute au passé. Je ne le fais pas d'ailleurs. Mais je veux dire que dans notre pays, depuis très longtemps, ces réformes structurelles ne sont pas intervenues. Vous l'avez d'ailleurs rappelé pour un grand nombre d'entre vous. Elles ne sont pas intervenues, ou plus exactement, elles sont intervenues dans certains domaines, mais elles n'ont pas réussi à régler l'ensemble des problèmes qui étaient posés à notre pays. Je voudrais en prendre un exemple que chacun connaît ici et qui a à voir avec la dette, dont beaucoup ont évoqué l'importance en France. Dans les 10 dernières années, notre niveau de dette
s'est considérablement accru. Nous sommes à peu près à 100% de dette publique, 100% du PIB de dette publique. C'est près de 30 à 35 points de PIB de dette en plus pendant 10 ans. C'est considérable. C'est absolument considérable. Eh bien, mesdames et messieurs les sénateurs, et nous le savons tous ici, alors même que pendant ces 10 années, notre dette publique augmentait de façon considérable, nous faisions semblant de ne pas voir que, dans des domaines de l'action publique, nous étions en train d'accumuler une dette qui un jour serait requalifiée en dette publique, mais nous préférions, par pudeur peut-être, par prudence aussi, parfois par lâcheté, disons-le, ne pas l'avoir. J'essaie de m'exprimer avec calme, avec nuance, en ne cherchant jamais à simplifier ou à caricaturer, ce qui, dans les canons du débat public actuel, n'est pas toujours spectaculaire, il faut bien reconnaître. Et je n'ai jamais hésité à assumer, y compris des mesures dont je savais qu'elles étaient impopulaires, parce que je croyais qu'elles étaient bonnes. Et après tout, on a le droit de ne pas être d'accord avec ces mesures, mais essayer d'assumer des mesures qu'on sait impopulaires, ça a quand même, me semble-t-il, une vertu démocratique. Je voudrais répondre à la question qui m'a été faite par le président Marseille de la ligne. Je crois avoir dit dans mon propos introductif combien, au fond, le gouvernement s'estimait tenu par les engagements qui ont été pris par le président de la République devant les Français, par les parlementaires de la majorité au moment des élections législatives. Lorsque je dis que c'est le cap qui a été fixé à cette majorité et à ce gouvernement, je dis que notre objectif est de l'atteindre, de composer, s'il le faut, avec la réalité, d'améliorer un certain nombre de mesures, c'est vrai, mais d'atteindre ce cap et de ne pas renoncer à cet équilibre des finances publiques. Les conditions du débat à la fois du PLFSS et du PLF permettront d'avancer dans l'équilibre des finances publiques. J'ai entendu beaucoup de mesures qui étaient proposées ici. Et parfois, en peu de mots, on dépense beaucoup d'argent public. En très peu de mots. Et souvent, on peine à voir les ressources qu'il conviendrait de mettre en face de ces mots qui permettent de dépenser tant d'argent public. Il faudra donc que nous veillions collectivement à assurer un équilibre des finances publiques pour éviter que la dette n'explose, pour éviter que nous continuions à transférer à après nous, le après nous étant générique, au gouvernement, aux majorités successives, aux générations successives, une charge et une dette dont nul, in fine, ne pourra s'exonérer. Mesdames et messieurs les sénateurs, apaisement, débat, appel à la responsabilité et détermination à assurer la sécurité des Français. C'est le sens des mesures que j'ai annoncées, c'est le sens de la déclaration que j'ai faite. Je voudrais vous remercier très sincèrement pour la qualité de ce débat. Voilà pour cette déclaration du gouvernement, ce discours d'Édouard Philippe à l'adresse des sénateurs. Vous venez de l'entendre, le Premier ministre qui est revenu sur cette suppression des taxes sur les carburants. Vous l'avez voté au Sénat, ces taxes ne seront pas réintroduites dans le projet de loi de finances pour 2019, a promis Édouard Philippe, le Premier ministre qui a également axé son discours autour du terme de lucidité, un terme qu'il a employé à plusieurs reprises, un début peut-être de prise de conscience destiné à apaiser et à calmer la colère des Gilets jaunes. Le Premier ministre qui a également rappelé toutes les mesures prises en faveur des territoires devant le Sénat, l'Assemblée des territoires. On va y revenir tout au long de notre édition spéciale jusqu'à 18h30. Nous sommes ensemble sur Public Sénat. Mais avant cela, on va retourner dans l'hémicycle pour voir avec vous, Alexandre Poussard, ce que vous avez retenu de ce discours, mais aussi celui des sénateurs, puisque chaque président de groupe a pu également s'exprimer à la tribune. Et oui Delphine, et donc ce débat était porté sur la fiscalité écologique et finalement on a peu parlé d'écologie, on a beaucoup parlé de fiscalité et de pouvoir d'achat. Et effectivement Édouard Philippe a annoncé que la suppression de la hausse de la taxe sur les carburants qui a été votée par le Sénat il y a une semaine serait adoptée en l'état par l'Assemblée nationale dans le budget 2019. Il a déclaré qu'aucune taxe ne méritait finalement de mettre en danger la paix civile, en référence aux violences durant les manifestations des Gilets jaunes. Et puis il a ouvert la grande concertation nationale
nationale dans les territoires sur la refonte de la fiscalité et pour le pouvoir d'achat, mais il a posé 2 conditions, pas de création de nouvelles taxes et pas de creusement de la dette. Il s'est dit convaincu de l'intérêt économique de la suppression de l'impôt sur la fortune. Et puis oui, les sénateurs lui ont répondu, à commencer par Bruno Retailleau, le patron des sénateurs Les Républicains, qui a salué la décision d'Emmanuel Macron de finalement supprimer cette hausse de taxes, une décision qu'il juge néanmoins trop tardive face au ras-le-bol fiscal des Français. Et notez que le président des sénateurs centristes, Hervé Marseille, a fait des propositions concrètes dans ce débat sur la fiscalité. Il a proposé de baisser l'impôt sur le revenu pour les Français les plus modestes et pour les classes moyennes, une baisse de l'impôt qui serait financée par une contribution exceptionnelle des Français les plus aisés, une contribution des plus aisés qui fait penser au retour de l'impôt sur la fortune qui a été réclamé dans ce débat par Éliane Assassi, la présidente des sénateurs communistes. Et quant au chef des sénateurs socialistes, Patrick Kanner, il a demandé au Premier ministre de mettre en œuvre immédiatement, dès le 1er janvier, un coup de pouce pour le SMIC, pour les fonctionnaires et également pour les retraités, une manière de passer de la théorie du ruissellement par le haut à la redistribution par le bas. On va continuer d'analyser ce discours du Premier ministre devant le Sénat avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Xavier Iacovelli. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur socialiste des Hauts-de-Seine. Jean-François Husson est également avec nous. Bonjour. Vous êtes sénateur LR de la Meurthe-et-Moselle. Et puis Frédéric Marchand est également avec nous. Vous êtes sénateur La République En Marche du Nord. Hervé Maurey, le président de la Commission du développement durable du Sénat, va nous rejoindre dans un instant. Première question pour vous, Frédéric Marchand. Qu'avez-vous pensé de ce discours d'Édouard Philippe, que l'on dit particulièrement fragilisé, le Premier ministre, aujourd'hui? J'ai trouvé un discours empreint de gravité, de responsabilité et de volonté d'apaisement, à l'image un peu du climat qui régnait cet après-midi dans notre hémicycle, mis à part quelques paroles qui dépassaient parfois l'entendement, mais j'ai trouvé que l'heure était à la responsabilité et à la gravité. Est-ce que vous pensez que ce discours et le renoncement du gouvernement, l'abandon de cette taxe sur les carburants est de nature à apaiser le conflit social des Gilets jaunes? Vous dire si c'est de nature à apaiser le conflit social des Gilets jaunes, j'en serais bien incapable, mais en tout état de cause, on voit bien que le gouvernement a pris la dimension de la situation et que le gouvernement est aujourd'hui dans une politique de main tendue et une volonté de discuter et d'avancer. Hervé Maurey nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Commission du développement durable ici au Sénat, sénateur centriste de l'heure. Vous pensez, vous, que ce discours va pouvoir apaiser les colères? On a souvent dit que c'était trop tard. Écoutez, je souhaite en tout cas que l'apaisement se produise. Je souhaite en tout cas, je pense comme l'ensemble de mes collègues qui sont autour de cette table, que les violences cessent et que l'on n'ait pas un nouveau samedi de violence et de drame comme ce qu'on a connu la semaine dernière. Donc c'est vraiment, je crois, important que l'on soit tous unis pour appeler à un appel au calme et à la sauvegarde de nos institutions et de l'ordre public. Est-ce que le discours du Premier ministre va y suffire? Je n'en suis pas certain. Mais il faut, je crois, regarder le côté plein du verre, le côté positif, et constater qu'il y a aujourd'hui une volonté du gouvernement d'ouvrir une concertation. J'allais dire enfin, parce que ça fait des mois que l'on attire l'attention du gouvernement, notamment dans cette maison, sur le fait que ce n'est pas possible de gouverner seul, que ce n'est pas possible de gouverner en étant replié sur soi-même, en n'écoutant pas les élus, en n'écoutant pas les territoires. Donc aujourd'hui, mais c'est sans doute un peu tard, le gouvernement semble enfin en prendre conscience. Donnons-lui acte de cette évolution et souhaitons que cela soit suffisant, permette de calmer la situation, et puis que s'ouvre une vraie concertation, telle qu'elle nous est promise aujourd'hui, mais une concertation qui ne soit pas là uniquement pour gagner du temps, pour amuser la galerie, une concertation qui ensuite débouche sur des propositions et des décisions concrètes de nature à répondre aux attentes des Françaises et des Français. Xavier Iacovelli, qu'avez-vous pensé de ce discours du Premier ministre devant le Sénat? Alors moi, j'ai trouvé déjà un Premier ministre très affaibli, parfois même... on sentait un discours de testament, un discours d'au revoir. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Et ça a été assez... à un moment, il nous a même parlé des RN12, les RN11. Enfin, c'est parti vraiment dans... Et puis, parfois aussi un bilan. Donc, ça a été assez bizarre pour un débat qui devait normalement être sur des formes de propositions et non pas sur un bilan. Moi, je pense que
Aujourd'hui, on est dans une double crise, une crise sociale avec les Gilets jaunes. C'est des gens qui travaillent, qui n'arrivent pas à vivre de leur labeur. Et puis une crise institutionnelle qui est due en partie par le mépris du gouvernement, surtout du président d'ailleurs, du mépris présidentiel vis-à-vis des élus locaux, des Français, des corps intermédiaires, des parlementaires. Dernier exemple en date, hier, lorsque le Premier ministre, devant les députés, après 5 heures de débat, annonce une suspension pour 6 mois des nouvelles taxes prévues pour 2019. Un communiqué de presse arrive de suite de la présidence pour dire « Non, en fait, vous n'avez pas compris ce que je voulais dire, c'est la suppression ». Donc, Premier ministre désavoué, les parlementaires ne savent plus à quoi ils servent. Je parlais encore aujourd'hui avec des parlementaires de la majorité, des députés de la majorité, qui sont complètement perdus et qui essaient d'influer, et ils me disent ils n'entendent plus, ils n'écoutent plus. On est dans une hyper-présidentialisation, mais le problème c'est qu'un hyper-président, quand il fait beau temps, mais quand le bateau tangue, l'hyper-président n'est plus là. Et moi je suis très inquiet sur sa non-prise de parole avant samedi. C'est à lui de prendre la parole, c'est à lui d'apaiser les choses. Je trouve que sa prise de parole uniquement par communiqué de presse n'est pas à la hauteur des enjeux. Il nous avait fait le coup sur l'affaire Benalla où il avait refusé de prendre la parole pendant un bout de temps. Là, c'est pareil. On va avoir des morts samedi s'il n'y a pas une réaction forte du gouvernement et du président de la République. Iacovelli, on va justement peut-être poser la question à François Patriat, qui est au micro d'Atam Tranuit, salle des conférences. Est-ce que le chef de l'État, Tam, doit parler justement avant samedi? C'est une question pour votre invité. Oui, François Patriat, nous venons d'entendre Édouard Philippe, mais est-ce que Emmanuel Macron doit s'exprimer d'ici samedi pour pouvoir calmer les tensions? C'est une demande qui vient de nombreux partis politiques, notamment, et même des Français. Non. Emmanuel Macron, il a à répondre aux Français, il a écouté les partis politiques, mais il ne semble pas que les partis politiques, à part le parti majoritaire, ménagent leurs critiques à l'égard du chef de l'État de façon à la fois la plus basse et la plus démagogique. Je l'entends comme tel, c'est l'opposition, nous l'acceptons. Mais contrairement à ce que j'entends, ce que je dis, le président de la République s'est exprimé hier soir, l'Élysée s'est exprimé. Il s'est exprimé hier soir en disant, en tranchant, en disant la hausse de la taxe qui était prévue pour 2019 est supprimée pour l'année. On verra ensuite. Donc il a répondu. Il a répondu à la demande première des Gilets jaunes sur les ronds-points et dans les péages. C'est celle de la suspension de la taxe. Donc c'est plus un moratoire, c'est une suspension. Je pense que là c'est un effort considérable, parce que fiscalement c'est un effort considérable pour les recettes de l'État. Mais croyez bien que le chef de l'État, que j'ai côtoyé dans son voyage dans le Nord il y a quelques semaines, et que je connais par ailleurs bien, connaît parfaitement les difficultés des Français, et s'il doit répondre, attendons le week-end. Parce que répondre aujourd'hui, quand on ne sait pas aujourd'hui quelle est la réaction ou la violence que les ultras peuvent mettre demain dans notre pays, les dégâts qu'ils peuvent y produire aussi, je crois qu'il est préférable que le chef de l'État attende la fin du week-end pour s'exprimer. Vous avez parlé du communiqué de l'Élysée d'hier soir, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas eu cacophonie entre Matignon et l'Élysée avec ce moratoire dont a parlé Édouard Philippe dans son discours devant l'Assemblée nationale hier après-midi, et puis ce changement le soir? Moi, je ne cherche pas à mettre de la discorde à l'intérieur de l'exécutif, parce que je trouve que le couple Élysée-Matignon aujourd'hui gère la France avec de la fermeté, mais aussi de l'écoute, et essayer de diviser n'est pas mon rôle. Ce que je dis, c'est que le chef de l'État a compris l'ampleur, le drame qui peut se nouer dans ce pays si samedi devenait à nouveau samedi noir, voire très noir. Et si hier il a souhaité que l'on élargisse le moratoire de 6 mois à 1 an, c'est parce qu'il a voulu donner un gage d'apaisement supplémentaire de façon à désamorcer cette journée qui, me dit-on, s'annonce dramatique, en tout cas ultra-violente. Vous la craignez, cette journée de samedi? On a entendu effectivement aussi les avertissements, notamment de l'Élysée, et puis même maintenant on entend à droite comme à gauche des personnes qui disent les gilets jaunes qui veulent seulement manifester, restez chez vous, car samedi il y aura des casseurs à Paris. Est-ce que vous ne craignez pas aussi que le message adressé par l'Élysée soit presque autoréalisateur? Bien sûr que je le redoute. Quand j'ai vu les week-ends précédents qui se sont passés, les débordements qui ont lieu à Paris, qui ont scotché l'opinion, qui ont terrorisé l'opinion, qui ont choqué. La police dit que c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu plus de morts jusqu'ici. Bien entendu. Donc si le climat devait se durcir, et si les appels au meurtre, j'ai entendu des appels au meurtre, en disant venez armés, et on va casser du parlementaire, on va casser du ministre, on va aller à l'Élysée.
Si ces messages sont entendus par une minorité d'ultra-violents, et bien sûr que c'est une minorité, mais je souhaite que les gilets jaunes responsables, que je connais par ailleurs, qui veulent manifester pacifiquement, ne servent pas de caution en abondant les rangs à Paris dimanche, parce que moins ils seront nombreux, plus il sera facile de les canaliser. Donc je crois que bien entendu que je redoute ce samedi. Je pense que tous les Français redoutent. Et le chef de l'État, bien entendu, il a pris la mesure, il l'a dit, il l'a dénoncé. Moi je pense que nous sommes dans une situation de volonté de putsch. Putsch, vous savez ce que ça veut dire? Des gens qui aimeraient le pouvoir par les armes, qui remettent en cause la République, l'État, la démocratie, et qui pensent que demain, on peut instaurer une forme de pouvoir direct par la violence et par les armes. Les Français en sont cons. Tous ceux qui soutiennent aujourd'hui les manifestants doivent en être conscients. Et moi, je fais un appel à la lucidité et à la responsabilité. Merci beaucoup François Patria d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. Ça vous fait réagir ce qu'on vient d'entendre, Jean-François Husson, François Patria, très inquiet pour les manifestations de samedi. Il parle de gilets jaunes comme de putschistes. Ben évidemment, il y a de quoi être inquiet. Enfin, je crois qu'il y a un préalable. Moi, je fais partie de ceux qui aujourd'hui ont mal à la France. Parce que finalement, ces événements ne sont que la conséquence d'une forme de volonté irrépressible d'avoir raison tout seul. Il y a un enfermement un peu dans une tour d'ivoire, parce que porté à un moment donné, dans des circonstances exceptionnelles, à l'occasion de l'élection présidentielle, le pouvoir s'est cru, je disais il y a quelques jours, peut-être un peu maladroitement, ils se sont sentis en lévitation. Mais aujourd'hui, le roi est nu. Et on a besoin, la France a besoin aujourd'hui de retrouver de la cohésion. Donc il y a un mot d'ordre. Un mot d'ordre, c'est cesser le feu. Il faut aujourd'hui absolument rassembler toutes les forces vives et les Français. C'est premièrement de l'apaisement. Et deuxièmement, il faut construire. Mais pour construire, il faut aujourd'hui s'entendre sur les bases de la négociation. Parce que depuis dimanche soir, on a eu tout et son contraire. À chaque fois, on nous propose, et c'est une solution, c'est une autre, on garde le cap, on change, on ralentit. C'est l'Élysée, c'est un coup de fil, c'est un tweet. Mais c'est pas la démocratie, c'est les femmes et les hommes. C'est pas le tweet, c'est pas le coup de téléphone, c'est pas on s'est croisés ici. Non, non, il faut remettre de l'ordre. Parce que la démocratie ne vit bien que si l'ensemble des forces qui l'animent, les élus, les syndicats, les électeurs, globalement les grands décideurs... Aujourd'hui, il y a de la défiance de la part de ces gilets jaunes. Ils ne font plus confiance, que ce soit ni aux élus locaux, ni aux parlementaires. On voit que c'est compliqué d'engager la concertation avec Xavier Iacovelli. Moi, je pense qu'il y a encore une confiance dans les élus locaux. Je pense que c'est les seuls qui arrivent encore à avoir un contact direct avec les citoyens. Et on voit d'ailleurs l'importance que les citoyens portent à leur maire. Moi, je pense que, je le disais tout à l'heure, il y a une crise institutionnelle aussi, parce que je pense qu'on arrive au bout d'un système, d'un régime qui fait que le président décide pour tout. Le quinquennat fait que le Premier ministre est, pour paraphraser un ancien président, un collaborateur. Et sauf que les anciens présidents utilisaient ce collaborateur, ce Premier ministre, comme fusible. Aujourd'hui, dans la rue, on n'entend pas Philippe démission. On n'entend pas De Rugy ou Castaner démission, on entend Macron démission. Et c'est cette hyper-présidentialisation qui a fait que c'est cristallisé sur lui. Oui. Donc effectivement, il faut un apaisement. Mais l'apaisement, justement, ça ne peut venir que du président de la République. Et je l'appelle vraiment à prendre la parole avant samedi. C'est vraiment une question très importante pour les Gilets jaunes. Et surtout faire un pas supplémentaire. Parce que moi, je veux bien la suppression de la hausse qui était prévue. Mais la réalité, c'est que la hausse sur l'électricité, elle est repoussée, on va dire, après les européennes, comme par hasard. Mais le Conseil constitutionnel, on l'a vu précédemment avec le précédent gouvernement, cassera cette décision et on rattrapera toute la hausse qui n'a pas été. Si vous voulez bien, Xavier Iacovelli, dans le détail. Je vais vous faire aussi réagir à Hervé Maurey. Mais la réaction de Didier Guillaume, c'est le ministre de l'Agriculture, c'est votre ancien collègue sénateur. Il est au micro de Tam Trani, on l'écoute tout de suite.
Oui, Didier Guillaume, tout d'abord, votre réaction au discours du Premier ministre, à ces échanges dans l'apaisement et puis dans une certaine gravité tout à l'heure dans l'hémicycle. Oui, le Premier ministre a fait un discours d'une gravité exceptionnelle parce que la situation est exceptionnelle, d'une gravité incroyable parce que la situation est incroyable. Aujourd'hui, il faut apaiser les tensions. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de violence samedi dans les rues de Paris. Ce serait une honte pour la nation française. On est regardé dans le monde entier, mais même en dehors de cela, pour les Françaises et les Français, pour les gosses qui seraient dans les rues, pour les familles, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, c'est absolument impensable. Moi, je veux vraiment appeler à la sérénité, à l'apaisement et attention à ces manifestations qui peuvent embraser le pays. En ce sens, le Premier ministre était très grave et a répondu, quelque sorte, avec les mesures qui ont été prises par le gouvernement, à ce que voulaient les Français, ou plutôt ce qu'ils ne voulaient plus, de nouvelles taxes. Les taxes ont été enlevées. Maintenant, il faudra que la police fasse son œuvre et que les casseurs soient repoussés. Mais vraiment, moi, j'en appelle aux citoyens français et aux citoyennes, comme l'ont fait les syndicats, comme l'ont fait beaucoup de gens, comme d'ailleurs l'a fait unanimement tout à l'heure le Sénat, à l'apaisement, à la discussion. Comment en est-on arrivé là, Didier Guillaume? Y a-t-il eu une surdité de l'exécutif, au moins pendant quelques jours, quelques semaines, quand on pense par exemple que cette suppression de la hausse, elle a été votée il y a déjà presque 2 semaines par le Sénat et que c'était contre l'avis du gouvernement? Oui, mais vous savez, lorsqu'il y a une manifestation comme celle-là, il faut prendre le temps de l'analyser et de répondre. Alors, ce n'est pas de la surdité, puisque le président de la République a pris des décisions. Est-ce que c'est en retard? Peut-être c'est en retard, mais il fallait le temps que les choses remontent, que le président de la République fasse son discours, que le Premier ministre réponde. Donc, il n'y a pas eu de retard. Il y a eu le moment, c'est venu au bon moment. Les manifestants trouvent que c'est trop tard. Dont acte, maintenant, il faut qu'ils comprennent, les gilets jaunes, que la volonté du gouvernement, la volonté que nous avons, nous les ministres, c'est d'apaiser la situation, c'est de répondre à leurs souffrances, de répondre. Moi, j'ai beaucoup d'empathie pour ceux qui sont sur les barrages filtrants. J'en ai beaucoup moins pour ceux qui veulent changer de République, pour ceux qui sont en train de dire Macron démission, suppression du Sénat, suppression de l'Assemblée ou je ne sais trop. On n'est pas dans une situation pré-insurrectionnelle, on est dans une situation très grave. Et le peuple de France gronde, le peuple de France voudrait exprimer des choses, mais le peuple de France n'est pas aujourd'hui en révolution. Donc il faut que tout ça s'apaise et il faut l'ouvrir des discussions fortes afin que l'exécutif réponde aux demandes des Français. Est-ce que vous craignez tout de même un effet boule de neige quand on voit les lycéens, quand on voit les routiers ou encore quand on voit les agriculteurs? Je pose bien sûr la question au ministre de l'Agriculture. Oui, mais ce n'est pas un effet boule de neige. Aujourd'hui, la situation du pouvoir d'achat, elle est réelle pour tout le monde. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait 10 ans que les choses se passent comme ça. Surtout le sentiment d'abandon des zones rurales, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça fait 10 ans, la fin des services publics, la suppression de tel ou tel secteur. Ça a été un grain de sel, une étincelle, en disant « moi je veux bien m'occuper de l'environnement », mais je veux aussi m'occuper de moi-même. Comme l'a dit le président de la République, on est en train de parler de la fin du monde, mais il faut surtout s'occuper de la fin du mois. Et cette fin du mois, elle est terrible pour les gens. Donc beaucoup de mesures ont été prises d'augmentation du pouvoir d'achat. Cela suffira-t-il? Je n'en sais rien. Je doute que cela ne suffise pas. Peut-être faudra-t-il de nouvelles mesures. Vraisemblablement, il y en aura. Le président de la République devra s'exprimer le moment venu. Merci beaucoup Didier Guillaume d'avoir répondu à mes questions. Oui. Merci à vous, Tam. Hervé Maurey, on évoquait dans un premier temps peut-être ce climat de violence, puisque le président de votre groupe, Hervé Marseille, a rappelé aussi ce climat un peu de veillée d'armes. On n'est pas dans une situation insurrectionnelle, nous dit Didier Guillaume, mais il y a quand même de nombreuses inquiétudes face aux manifestations prévues samedi. Effectivement, il y a une inquiétude qui est réelle et c'est vrai que tout à l'heure, je trouve qu'il y avait beaucoup de gravité au moment où le Premier ministre a pris la parole. Parce qu'on mesure bien qu'on est à un tournant et c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure mon propos en disant qu'il fallait avant tout prendre soin de rétablir l'ordre et d'éviter des débordements samedi prochain. Mais ça, c'est quand même au gouvernement d'assurer l'ordre public. Et j'en appelle là pour le coup au Premier ministre et au ministre en charge de la sécurité, que ce soit le ministre de l'Intérieur ou éventuellement la ministre des Armées, pour mettre en œuvre les moyens nécessaires pour qu'on n'observe pas le week-end prochain ce qu'on a observé le week-end dernier. Donc c'est quelque chose, ça qui incombe directement au gouvernement, rétablir l'ordre public et éviter de nouvelles exactions. Faire intervenir l'armée, les militaires doivent aussi prêter main forte aux forces de l'ordre. Ce n'est pas forcément leur mission première, Hervé Maurey.
Écoutez, je crois que toutes les forces de l'ordre doivent être mobilisées pour que l'on ne revive pas ce que l'on a vécu samedi dernier. Mais vous savez, j'ai écouté Didier Guillaume qui disait finalement, on n'a pas perdu de temps. Bien sûr que si. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est annoncé aujourd'hui n'est pas suffisant, alors que ce qui est annoncé aujourd'hui, si on nous avait écouté plus tôt, si on avait mis en œuvre ce qu'on a décidé il y a 15 jours, il y a 3 semaines, c'était de nature à apaiser les choses. Vous savez, c'est l'histoire de l'incendie. Quand on a une allumette, il suffit de souffler dessus pour l'arrêter. Mais une fois qu'on l'a mis dans un tas de paille, eh bien, ça ne suffit pas de souffler dessus pour arrêter l'incendie. Et on est dedans. Et c'est le problème que j'évoquais tout à l'heure d'un président qui s'est totalement replié sur lui-même. Il a oublié, comme Jacques Chirac en son temps, qu'il avait été élu sur une base très réduite, à peine un quart des Français. Il a ensuite fait élire des députés qui n'avaient aucune expérience. Il a des ministres qui, pour la plupart, sont totalement coupés du territoire. Et donc, on a un président qui n'a jamais été élu, des ministres qui, pour la plupart, ne retournent pas dans la vraie France le week-end. Et tout ça fait qu'on a un pouvoir qui n'écoute rien et qui est en train de mener ce pays à la catastrophe. Voilà la réalité. Et ça, c'est pas faute de l'avoir dit depuis des mois. Alors, le Premier ministre qui est revenu sur les moyens qui seront déployés samedi. Il y a eu 65 000 forces de l'ordre déployées. Il promet des moyens supplémentaires. On le réécoute tout de suite. Je voudrais aussi, mesdames et messieurs les sénateurs, redire mon dégoût en découvrant les images du saccage de l'Arc de Triomphe. Ce dégoût, des millions de Français l'ont ressenti dans leur chair, tout comme ils condamnent les menaces ou les agressions contre les représentants de la nation, élus ou fonctionnaires. Nous en retrouverons les auteurs, ils seront traduits en justice et j'espère, mesdames et messieurs les sénateurs, qu'ils seront sévèrement punis. Depuis le début des contestations, nous n'avons jamais interdit de rassemblement. Cela étant, les événements de samedi dernier doivent nous conduire à faire preuve de la plus grande prudence et de la plus grande détermination. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur a invité celles et ceux qui envisageaient de se rendre à Paris samedi prochain pour manifester à ne pas le faire. Il ne s'agit pas d'interdire de s'exprimer, mais bien d'éviter qu'ils soient pris au piège, d'une certaine façon, que leur tendent les casseurs. Pour y faire face, le gouvernement va mobiliser des moyens exceptionnels qui s'ajouteront aux 65 000 forces de sécurité qui seront déployées dans toute la France. Nous continuerons à interpeller, à traduire en justice toute personne prise en flagrant délit de violence ou de dégradation. Nous continuerons à faire preuve de la plus grande fermeté. Nous nous battrons contre la haine et contre la violence qui s'exprime dans une incroyable violence. Frédéric Marchand, ça va suffire ce déploiement des forces de l'ordre. Pas question pour l'instant d'interdire de manifestations. On a entendu Bruno Retailleau, le chef de file des sénateurs LR ici au Sénat, appeler à casser les casseurs. On sait qu'une proposition de loi de la droite a été votée justement qui prévoit l'interdiction administrative de manifester pour certaines personnes. La difficulté de l'exercice est réelle et je pense qu'il faut qu'on ait chacun vraiment bien présent à l'esprit, mais je pense que c'est le cas, que nous sommes aujourd'hui sur un type de manifestation, j'ai envie de dire des manifestations du troisième type, puisqu'il s'agit de manifestations qui ne sont pas déclarées en préfecture, que l'irruption des réseaux sociaux, je pense qu'il faudra à un moment donné s'interroger aussi sur la force des réseaux sociaux, fait qu'effectivement, à coup de tweet, à coup de Facebook, à coup de SMS, on est en capacité de se retrouver à tel ou tel endroit. J'étais samedi dernier dans les rues de Paris, je peux vous dire que la situation était assez impressionnante. Que face à ça, effectivement, je pense et je suis persuadé que le gouvernement entend mettre les moyens, mais qu'il y a une difficulté réelle qui tient au type même de l'organisation, voire de l'inorganisation, de la désorganisation voulue de ce type de manifestation. On va poursuivre ce débat, on retourne une dernière fois à salle de conférence. Tam Tranui, vous êtes avec le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner. Oui, Patrick Kanner, est-ce que vous pensez que ce qu'a communiqué l'exécutif, c'est-à-dire l'annulation de la hausse des taxes, est à même de faire en sorte qu'il n'y ait plus trop de violence et de faire en sorte qu'il y ait une sortie de crise dans cette crise des Gilets jaunes? J'ai pu le dire tout à l'heure au Premier ministre dans mon intervention solennelle devant le Sénat. C'était le minimum. Mais malheureusement en décalage. Il aurait dû prendre cette mesure il y a 3 semaines maintenant, en comprenant finalement l'exaspération de nos millions de concitoyens qui veulent simplement une chose, être reconnus dans la répartition de la richesse de ce pays. Donc c'est trop tard. C'est trop tard et j'ai senti un Premier ministre
nous présentons plutôt une méthode, un bilan, je ne sais pas ce que cela veut dire concrètement à terme, voire même à court terme, respectueux du Parlement comme il a toujours été, jamais d'accent de morgue à l'égard du Parlement, toujours vraiment attentif à ce que nous sommes, mais sans allant, sans véritablement dynamisme pour la suite des événements. Oui, il faut dire que le Premier ministre a dû passer une mauvaise journée hier lorsqu'il a passé tout son discours à parler notamment du moratoire et que quelques heures plus tard, on a bien parlé d'une annulation de la hausse des taxes du côté de l'Élysée. Oui, moi vous savez, j'ai appartenu à un gouvernement qu'on critiquait pour ses couacs. Là, c'est pas un couac, c'est un véritable, pour moi en tout cas, un désaveu. Je mesure dans quel état d'esprit il devait être hier soir en regardant la télévision, s'il l'a regardé en voyant un de ses ministres, et non des moindres, ayant eu un contact préalable avec le président de la République pour dire, ben non, finalement, c'est pas 6 mois, c'est 1 an de moratoire, parce que c'est un moratoire d'1 an, ce n'est pas une annulation définitive à ce stade de ma compréhension. Donc voilà, il faut respecter la fonction, et si on ne respecte pas la fonction, c'est que quelque chose ne se passe plus bien au sommet de l'exécutif, et ce n'est pas bon d'ailleurs pour la situation, parce que devant une situation de telle crise, il faut que l'exécutif soit fort et que les deux têtes se parlent et se comprennent. Donc je suis inquiet pour les jours qui viennent en la matière. Oui, effectivement, on ne se réjouit pas au-delà de la simple friture entre Matignon et l'Élysée. Eh bien, ça montre que vraiment il y a une navigation à vue face à cette crise. Vous avez utilisé le mot de navigation à vue, en tout cas d'imprévision. Manifestement, d'incompréhension des Français. Il fallait aller plus vite, plus fort, être à l'écoute. Mais ça, c'est 18 mois finalement d'affaiblissement des corps intermédiaires. Tout à l'heure, dans mon discours, j'évoquais la notion de digue républicaine. Les associations, les syndicats, les partis politiques, les élus locaux sont des digues républicaines. Et quand ces digues sont affaiblies, eh bien, c'est un mouvement populaire tout à fait respectable, mais qui se dit tout simplement, puisque vous n'êtes pas capable de venir à notre aide, de nous comprendre, eh bien, nous allons faire les choses nous-mêmes. Et ça, c'est le début d'une situation extrêmement délicate pour le pouvoir, mais aussi pour tout le pays. Et j'espère que les choses se calmeront. Juste pour conclure, dans tout ce débat, il a été beaucoup question de pouvoir d'achat, très peu de transition énergétique. Est-ce que l'environnement, eh bien, ce n'est pas le grand perdant de tout le débat et de toute cette semaine ? Vous savez, tout le monde est favorable à la transition énergétique, y compris ceux qui sont aujourd'hui dans la rue. Simplement, ils se disent, mais ne nous demandez pas de faire des efforts que nous ne serions pas capables d'assumer au regard du pouvoir d'achat qui est le nôtre. Donc, répondons d'abord à l'urgence sociale, à la justice fiscale, et vous verrez que naturellement, la question de la transition écologique reviendra, mais de manière apaisée. Aujourd'hui, ça devient un chiffon rouge. Et je reproche au gouvernement, au président de la République, d'avoir fait d'un combat qui est majeur, la transition écologique, un chiffon rouge pour une majorité de nos concitoyens. Tout ceci doit être réparé maintenant. Merci beaucoup Patrick Caner d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous Tam. Jean-François Husson, on va parler peut-être maintenant aussi de cette fiscalité écologique, puisque à travers cette décision du gouvernement, ça avait été voté par le Sénat, mais on ne voit pas par quoi on va pouvoir justement remplacer ces nouvelles taxes. Alors pas de nouvel impôt, nous dit Édouard Philippe, les Français n'en veulent plus, mais est-ce que ce sont des objectifs ambitieux de transition écologique auxquels le gouvernement a renoncé finalement ? Oui, ben enfin, je pense que le gouvernement, finalement, d'abord, il n'avait pas d'ambition écologique parce qu'il n'avait pas de projet écologique. Il a simplement profité d'une opportunité qui était d'habiller avec un porte-parole que tout le monde appréciait et reconnaissait, Nicolas Hulot, opération de marketing, et avec ça, on vous vend un monde meilleur, on lutte contre les gaz à effet de serre, le réchauffement climatique, pourquoi pas la pollution, mais aucun plan d'action. Sauf que nous avions l'an passé dénoncé la supercherie. Aujourd'hui, le gouvernement, on avait expliqué que ça allait pas bien se passer. Je me souviens des propos que j'avais tenus au Sénat. On n'a jamais été écouté. J'avais même proposé que la Conférence nationale des territoires, nouvellement créée, s'empare pendant 1 an de ce sujet pour dialoguer dans le territoire, parce que je pense qu'on a besoin d'arriver à un New Deal énergétique. Il y a un véritable sujet, il y a un véritable enjeu. Et il faut le faire partager avec nos concitoyens. Sauf qu'aujourd'hui, avec ces taxes successives, est insupportable. Comment on fait, l'écologie est devenue ce qu'on a bien punitive. vu, et c'est devenu cette formule, les gens, on leur parle fin du monde et eux nous parlent fin du mois. Mais je vais vous dire, on a des solutions aujourd'hui assez concrètes, à la fois dans les gestes de la vie quotidienne, avec les entreprises, on a du travail à faire en recherche et en innovation, et avec les territoires. Aujourd'hui, quand vous avez tout simplement des plans climat, air, énergie territoriaux, c'est-à-dire comment on aide les gens à s'inscrire dans les démarches simples, sur les mobilités des déplacements, c'est comment on fait évoluer
dans les villes, mais pas seulement, dans les territoires qui ne sont pas desservis. Voilà, il y a 1001 possibilités de faire, mais pour ça, il faut travailler, je vais vous dire, au plus près. Pour travailler au plus près, il y a quand même beaucoup de monde. Il y a aujourd'hui 550 000 personnes, c'est-à-dire les élus locaux, les conseillers municipaux, les maires, qui sont là à disposition. Jouons la force du collectif et de la France au plus près des habitants. C'est pas dans la tour d'ivoire de l'Élysée ou d'ailleurs. Et aujourd'hui, notre collègue disait, et je le partage, aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Ça cristallise sur la personnalité du président de la République et ces petites phrases qui ont fait un mal terrible. Un mal terrible. Il va avoir du mal à terminer le quinquennat dans ce contexte, Hervé Maurey, avec cette notion aussi, on disait, de fiscalité écologique qui finalement, à chaque quinquennat, reste une variable d'ajustement. Écoutez, je crois que les gouvernements successifs en la matière n'ont rien fait pour réconcilier les Français et l'écologie. Parce que quand l'écologie, ça se traduit par des augmentations d'impôts, c'est pas porteur. Alors qu'on sait tous pourtant qu'il faut bien réaliser cette transition écologique parce que effectivement, aujourd'hui, notre planète est en danger. Et donc c'est pour ça que nous, on a demandé à ce que une partie de cette fiscalité écologique et une grande partie aille réellement à la transition. Ce qui n'était pas le cas dans toutes les mesures annoncées par le gouvernement. On avait une augmentation de la taxe carbone qui, entre 2017 et 2019, devait rapporter 6 milliards de plus à l'État, et à l'État seulement. Et très peu aller à des mesures permettant cette transition. Uniquement 5%. Et donc nous, on avait demandé qu'il y ait une part prépondérante qui soit vraiment affectée à l'écologie. On avait demandé aussi qu'il y ait des mesures d'accompagnement, parce que la fiscalité écologique, contrairement à ce que fait le gouvernement, c'est pas pour remplir les caisses, c'est pour inciter les Françaises et les Français à avoir des comportements plus vertueux. Mais quand vous êtes en milieu rural et que vous avez le choix entre la voiture et la voiture, vous n'allez pas dire, bah tiens, l'essence augmente, je vais laisser ma voiture, je vais prendre un tramway, parce que vous n'en avez pas. Donc on avait demandé que cette spécificité des territoires soit prise en compte, et puis on avait demandé aussi qu'une part de cette recette supplémentaire soit affectée aux collectivités locales, et notamment aux intercommunalités, qui tous les jours mènent des actions concrètes pour faciliter cette transition, avec des actions en faveur de l'autopartage, du covoiturage, avec des bornes électriques. Tout ça, c'est réalisé par les intercommunalités qui doivent partager la mission d'assurer cette transition, mais le gouvernement, lui, avait décidé, pour parodier le président de la République, de garder le pognon. Et donc, c'était pas possible. Et ça aussi, on l'a dit depuis des mois, et on nous a pas écoutés. Merci messieurs, merci à tous les quatre d'être venus analyser avec moi ce discours d'Édouard Philippe. Et d'ailleurs, cela a des conséquences sur l'examen du budget. Je rappelle que ce n'est pas fini au Sénat. Alexandre Poussard, quelles conséquences sur ce marathon budgétaire? On sait que le vote doit intervenir mardi prochain. Et oui Delphine, et normalement le Sénat doit siéger ce week-end et notamment samedi pour examiner ce budget 2019. Et selon nos informations, le président du Sénat, Gérard Larcher, aurait demandé aux présidents des groupes politiques et de commissions du Sénat d'accélérer le rythme de l'examen du budget pour l'arrêter vendredi soir et ne pas siéger ce week-end. Une manière d'éviter d'ouvrir le Sénat samedi en pleine manifestation des Gilets jaunes pour éviter que les manifestants et les casseurs ne viennent se réunir devant le Sénat. Je rappelle que c'était le cas le 17 novembre dernier, et Christophe Castaner l'a rappelé aux sénateurs mardi en disant que des policiers supplémentaires avaient été mobilisés pour repousser des centaines de gilets jaunes qui s'approchaient devant le Sénat. Toujours est-il que samedi prochain, le jardin du Luxembourg, le jardin du Sénat sera fermé. Et dans le calendrier de travail des sénateurs, ils ont plutôt les moyens de ne pas siéger ce week-end, car il leur reste quelques missions budgétaires à examiner. Une mission sensible, une seule mission sensible, le budget de l'immigration, qui pourrait prendre un peu de temps mais qui sera examiné ce soir, et ils pourront donc suspendre vendredi soir la séance, reprendre les derniers articles lundi et puis mardi voter sur l'ensemble de ce projet de loi de finances 2019. Merci à vous Alexandre pour toutes ces précisions. Et sur le terrain, les Gilets jaunes entendent pour la plupart poursuivre leur mouvement, car au-delà du ras-le-bol fiscal, ils expriment un malaise beaucoup plus profond. C'est le cas de ces manifestants. Ils se sont installés devant la préfecture de Charleville-Mézières. C'est dans les Ardennes. C'est un reportage de Héloïse Grégoire avec Adrien Develay. On leur dit, on a faim. Quel est le mec ici qui à la fin du mois le frigo vraiment plein? Je vois pas, il n'y a personne ici, je crois bien. Laurent manifeste devant la préfecture des Ardennes depuis le 17 novembre. Épuisé mais entouré d'autres gilets jaunes, ils continuent tous ensemble le combat. Pour Laurent, la hausse du prix du carburant est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, car la colère de ces gilets jaunes est en réalité bien plus profonde. Ça fait 30 ans qu'on vit la même merde. Ça fait 30 ans qu'on entend les mêmes choses, les mêmes promesses électorales, et qu'à la finale, on se retrouve à se serrer la ceinture tous autant que nous sommes. Baptiste a 37 ans. Malgré un bac+4 en poche, il est au chômage.
Sur cette vidéo amateur, il interpelle Emmanuel Macron. C'est trop facile de revenir en disant j'ai trouvé 1000 emplois. Le président était venu annoncer à Charleville-Mézières la création de 1000 emplois après la fermeture de l'usine Electrolux qui a licencié de nombreux employés. Les Ardennes sont un peu le symbole aussi des Gilets jaunes, dans le sens où on a un département qui est en périphérie, un taux de chômage très élevé, et puis un sentiment d'abandon. Cet après-midi, les Gilets jaunes ont rendez-vous avec le maire. Il faut organiser la manifestation de samedi prochain et éviter à tout prix des débordements. Dans la rue, Laurent et ses camarades ne passent pas inaperçus. À 42 ans, Boris Ravignon est maire de Charleville-Mézières. Ce jeune élu a travaillé à Bercy en même temps qu'Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie. Les maires comme Boris Ravignon le savent, les Gilets jaunes ont perdu confiance en leurs représentants. Pour lui, il est donc essentiel de maintenir le dialogue. On refuse la violence, mais par contre, on doit se parler. Si l'un des deux points n'est pas tenu, eh ben, je suis désolé, mais j'ai peur que le mouvement parte dans une direction funeste pour notre pays. Après un dialogue franc avec le maire, les Gilets jaunes retournent au campement. Silence, s'il vous plaît. Bon alors, en gros, le maire va nous recevoir demain soir. Non, va venir ici. Nous recevons le maire demain soir à 19h30. D'accord. Pour parler justement de samedi. Samedi, ils demanderont la démission d'Emmanuel Macron et dénonceront également les violences policières à l'encontre des manifestants. En attendant, hier soir, Laurent a été placé en garde à vue pour outrage à l'encontre d'un agent. La colère, à Charleville-Mézières, ne risque pas de s'apaiser. Voilà, et on continue avec Public Sénat à vous faire vivre et à vous expliquer ce conflit des Gilets jaunes sur le terrain. On va d'ailleurs retrouver Julie Hulin. Vous êtes, Julie, dans la Sarthe, plus particulièrement à Saint-Jean-de-Bois. C'est une petite commune de 675 habitants et vous êtes avec le maire Jean-Paul Boisard. Quel regard porte-t-il sur ce conflit et sur les solutions pour aussi s'en sortir? Jean-Paul Boisard, bonjour. Bonsoir. Vous êtes le maire de Saint-Jean-du-Bois, une commune de 670 habitants ici, dans la Sarthe. Alors, de nombreux habitants se sont mobilisés pour le mouvement des Gilets jaunes, avec notamment de nombreux barrages filtrants. Est-ce que vous comprenez ce mouvement? C'est quoi le ressenti de vos habitants? Ils sont en colère? Oui, ils sont en colère comme beaucoup d'habitants de notre pays. Et je pense que ce mouvement est tout à fait légitime parce que aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à faire face, à joindre les deux bouts, tellement on a pressurisé les gens avec des taxes, l'augmentation des prix et tout ce qui s'ensuit. Et les salaires ne sont pas à la hauteur du pouvoir d'achat des gens. Vous êtes élu depuis 1995. Est-ce que vous avez l'impression d'un contexte de grogne sociale sans précédent? Oui, parce que moi j'ai connu 95 avec la grande manif de 95 de novembre, avec les routiers. J'ai connu 68, puisque j'étais déjà dans la région parisienne, j'étais déjà en activité dans une firme automobile, où là nous avons été dispensés de travailler pendant 5 semaines. Et donc là c'était vraiment une grogne sociale. Il fallait évoluer vers d'autres mœurs et tout ce qui s'ensuit. Mais ça a été très productif, puisque je crois qu'on a eu 30% d'augmentation du SMIC. Aujourd'hui, c'est différent? Oui, c'est complètement différent. Il y a plus de colère? À mon avis, oui. C'est de la colère qui, aujourd'hui, s'est transformée malheureusement en violence, qui n'est pas... C'était de la violence aussi en 68, mais ce n'était pas la même violence. Là, aujourd'hui, c'est quand même une violence qui est caractérisée par je n'ai pas trouvé le mot, qui est caractérisée par des attaques au bien public et tout ça. Ça, c'est pas une bonne chose. Le gouvernement avait décidé d'un moratoire. Il a finalement décidé de supprimer les taxes sur les carburants en 2019. Ça va suffire à apaiser les colères? À mon avis, je pense pas, parce que
reculer pour mieux sauter. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Un an, c'est rien du tout. Bah, ce qu'il faut de plus, c'est qu'aujourd'hui, que les gens retrouvent un pouvoir d'achat, quelque chose qui soit concret, qu'aujourd'hui, qu'on n'ait plus des taxes à tout va, des taxes par exemple sur l'électricité, vous avez des taxes sur ceci, des taxes sur là, vous avez 3 taxes en fait sur une facture d'électricité. Ça ne peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui, pour se chauffer, les gens qui se chauffent au fioul, la taxe, elle ne devrait pas être de 20%. Elle devrait être au moins de 5 ou de 10%. Hein. Moi, aujourd'hui, je me chauffe au bois. Hein. Je suis en avance écologiquement. Je me chauffe au bois parce que j'ai changé ma chaudière. Aujourd'hui, le bois, je l'achète pas cher parce que je vis dans une commune qui s'appelle Saint-Jean-du-Bois, avec 1000 hectares de forêt. Si vous voulez. Et puis, bon, on peut le faire aussi. Quand on a encore la capacité physique, on peut le faire. Et donc, aujourd'hui, heureusement que les gens vivent à la campagne, parce qu'aujourd'hui, il y a longtemps qu'ils se seraient révoltés. Parce qu'ils peuvent encore se débrouiller, faire un jardin, avoir quelques œufs, des choses comme ça. Les gens de la ville ne peuvent pas. Monsieur Boisard, samedi, comme d'autres maires ruraux, vous allez faire une opération mairie ouverte. C'est quoi l'objectif? Moi, de toute façon, la mairie est toujours ouverte le samedi matin. Donc, je suis pratiquement de permanence tous les samedis où je suis là, où on m'appelle à toute heure de la nuit et du jour pour différentes choses. Donc, nous, on est des maires qui sont très sollicités. Samedi, vous voulez faire une opération pour recueillir un peu les avis des citoyens. C'est une opération exceptionnelle? La porte, elle est ouverte. On a mis un panneau à la porte de la mairie, donc les gens pourront venir poser leur doléance. Et après, vous allez en faire quoi? Eh bien, on va voir ça avec notre président des maires ruraux, et puis les rassembler et les envoyer à qui de droit. Et les faire remonter Voilà. au gouvernement. Au gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur Boisard. Delphine, vous l'aurez compris, alors que samedi, une nouvelle opération des Gilets jaunes s'annonce, un rassemblement sans aucun doute à Paris. Les maires ruraux seront, eux, dans leur mairie pour recueillir les doléances de leurs administrés. Merci à vous, Julie. Effectivement, Édouard Philippe l'a rappelé tout à l'heure. Il salue cette initiative des maires ruraux pour être les relais sur le terrain des doléances des citoyens et de ces manifestants des Gilets jaunes. Édouard Philippe qui s'est exprimé tout à l'heure devant les sénateurs, comme il l'avait fait hier devant les députés. Je vous propose d'ailleurs de revenir sur les temps forts de cette séance avec Béatrice Faisan. Après l'Assemblée nationale, direction le Sénat. Édouard Philippe doit convaincre le reste des parlementaires. Il est venu défendre son plan d'apaisement. Dans l'hémicycle, le silence est glacial et c'est sur un ton presque absent que le Premier ministre s'est adressé aux sénateurs. Cette colère, vous ne la découvrez pas. Moi non plus. Nous l'avons senti monter, année après année. Nous devons donc ouvrir un débat qui permettent de ramener de la clarté, de la transparence dans une question dont nous savons tous qu'elle est très passionnelle en France. Appel à la transparence, à la lucidité et à la responsabilité. Le Premier ministre n'a pas fait de nouvelles annonces, mais dans les rangs de l'opposition, c'est l'heure du règlement de compte. Le chef de file des Républicains dénonce la position d'autruche du gouvernement. Le Sénat avait annulé la hausse de taxes. La hausse de taxes. C'est incompréhensible que vous ayez accordé un moratoire. Nous savions, vous deviez savoir, que c'était une solution trop faible, trop peu et surtout trop tardive. Et qu'après ce moratoire, évidemment, on vous demanderait l'annulation. C'est ce qui s'est passé. À gauche, même constat. Oui, vous auriez dû écouter plus tôt. C'est cela, la lucidité, Monsieur le Premier ministre, qu'il aurait fallu développer. Oui, vous auriez dû engager un débat respectueux avec les partenaires sociaux qui sont un facteur d'apaisement dans notre pays. La volonté du président d'un dialogue direct avec les Français, s'il a pu fonctionner lorsqu'il était populaire lui-même, vous fait maintenant sombrer quand il y a une crise de confiance. Le « en même temps » et le « tout à la fois » en période de crise, ça ne marche pas. Rétablir le dialogue et l'apaisement. L'exercice n'a pris que 2 heures au Sénat. Mais face aux Gilets jaunes, le gouvernement risque de mettre plus de temps.
Voilà, et on continue les réactions à ce discours du Premier ministre avec vous, Tam Tranui, avec le sénateur communiste du Nord, Éric Bocquet. Oui, Éric Bocquet, tout d'abord, votre sentiment sur ce discours du Premier ministre tout à l'heure, un discours qui s'est voulu apaisant, mais certains ont aussi noté que le Premier ministre était un petit peu absent. Oui, le ton était apaisé, effectivement, sans doute moins flamboyant qu'hier à l'Assemblée, mais bon, il s'est passé des choses hier soir qui peuvent expliquer en partie les choses psychologiquement, mais sur le fond, un discours quand même qui répond pas aux vraies questions qu'on entend, les revendications portées depuis plusieurs jours, des semaines, même par les Gilets jaunes, sur le pouvoir d'achat. Je n'ai pas entendu le mot salaire. J'ai entendu parler de 1,8% du SMIC au 1er janvier. C'est le niveau de l'inflation, donc c'est juste à peine un maintien. On est très loin d'une augmentation nécessaire de 200 €, celle qu'on revendique. Le rétablissement de l'ISF qui est un vrai sujet, les 4 milliards qui manquent aujourd'hui au budget et qui vont être payés, ce qui aurait été payé si les taxes carbone avaient été maintenues. Donc il y a là un transfert évident, un choix. Voilà. Et puis, on n'a pas entendu parler de ces sujets-là. Il a quand même entrouvert des portes. Alors, outre le fait qu'il y ait bien l'annulation de la hausse des taxes sur le carburant en janvier 2019, il a dit que le débat était ouvert sur l'ISF hier à l'Assemblée nationale, même si ça paraît plus compliqué à l'Élysée. Il a aussi eu des mots pour dire qu'il n'était pas hostile à une revalorisation du SMIC. Le débat aussi était plus ouvert là-dessus qu'il y a quelques jours encore. Un tout petit peu plus ouvert, la porte s'entrouvre un peu, mais franchement, il faudra d'autres réponses et j'imagine que la mobilisation qui continue des Gilets jaunes, dans le respect de l'ordre et de la République, mais avec toute la force nécessaire et la motivation nécessaire, continuera à faire avancer les choses dans le bon sens. Un mot sur le fait que le Sénat avait déjà supprimé cette hausse de taxes il y a une dizaine de jours, et cela contre l'avis du gouvernement, et sur le timing du gouvernement, ce retard que beaucoup voient avoir compliqué cette crise. Oui, c'est clair, le choix du Sénat que nous avions soutenu, puisque c'est une décision qui allait dans le bon sens, donc on n'avait aucune réserve à soutenir cette mesure de suppression effectivement de hausse des prix du carburant, mais effectivement il s'est passé 10 jours entre deux et la situation s'est dégradée, le climat s'est détérioré, il est plus qu'urgent d'apporter les vraies réponses, encore une fois, sur le pouvoir d'achat et l'argent dont les gens ont besoin pour vivre dignement. On a entendu tout à l'heure un maire d'une commune rurale. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans toutes ces fractures, que l'on voit une fracture territoriale? Si, elle s'ajoute à toutes les autres. Je veux dire, la France d'en haut, la France d'en bas de M. Raffarin, la fracture sociale dont Chirac parlait dans sa campagne, les sans-dents, la France périphérique, ceux qui ne sont rien, ceux qui ont réussi dans les gares que M. Macron a cru croiser un jour. Ça montre bien qu'effectivement, il est urgent de recoller les morceaux. Cette France est fracturée profondément au niveau des revenus, au niveau des territoires, effectivement, les territoires qu'on abandonne. Et les maires, comme le maire qui vient d'intervenir, sont d'excellents capteurs de l'état d'esprit des gens. Donc il n'y a pas trop de communes dans ce pays, il y en a beaucoup et c'est bien, c'est une bonne chose. C'est un facteur de stabilité pour la République. Un mot pour conclure sur peut-être l'importance de l'équité fiscale. On voit notamment à gauche des travaux s'ouvrir, bien sûr, sur la question de l'ISF, alors que certains réclament son rétablissement. Mais tout à fait, nous sommes de ceux qui réclamons son rétablissement. On avait déposé un amendement la semaine dernière qui n'a bien sûr pas été adopté, mais au moins c'était l'occasion de marquer le débat sur ce retour de l'ISF. Et je vois que dans les manifestations, sur les pancartes, sur les banderoles, apparaît le nécessaire rétablissement de l'ISF. Ce n'est pas inintéressant. Merci beaucoup Éric Bocquet d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette nouvelle réaction. On va poursuivre le débat en plateau avec mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir Christine Lavarde. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice LR des Hauts-de-Seine. Claude Raynal est également sur ce plateau. Bonsoir. Sénateur socialiste de la Haute-Garonne. J'accueille également Benjamin Coria. Bonsoir. Vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris 13 et vous êtes membre du collectif des économistes atterrés. Face à vous, Jean-Baptiste Danet. Bonsoir. Président de Croissance Plus, c'est un réseau d'entrepreneurs. Avant de parler globalement de cette question du consentement à l'impôt, puisqu'on voit qu'elle est au cœur des débats, je voudrais votre réaction, Christine Lavarde, à ce discours d'Édouard Philippe, le Premier ministre, qui, comme il l'a fait hier à l'Assemblée nationale, est venu défendre le plan d'action du gouvernement avec un changement de pied, de stratégie, puisqu'on a appris hier, finalement, que la hausse de la taxe sur les carburants était abandonnée. Déjà, j'ai envie de dire côté positif. Pour une fois, le Sénat a été entendu puisque nous avions voté la semaine dernière la suppression de la hausse des taxes pour 2019. Alors après, sur le discours, j'ai eu le sentiment un peu d'une liste à la Prévert,
différentes actions que le gouvernement aurait pu prendre pour essayer de renforcer le pouvoir d'achat. Mais après, il manque quand même quelque chose, c'est le bouclage. Puisque si aujourd'hui on annule la hausse des taxes, ce n'était pas prévu dans le projet de budget qui nous a été proposé initialement. On flirtait quand même avec le taux de 3% de déficit. Donc aujourd'hui, où sont les économies face à ces moindres recettes ? Claude Raynal, qu'avez-vous pensé du discours d'Édouard Philippe, un Premier ministre que l'on dit fragilisé ? Oui, enfin, sans aucun doute. Ça manquait de dynamique. C'était plus une espèce de bilan d'action, un peu une litanie, je suis assez d'accord avec ma collègue, et assez peu de projection finalement. Et c'est ce qui manquait, à la fois de l'ambition, de la projection, de l'envie. On n'a pas ressenti tout ça. Alors, on va parler de cette pression fiscale, puisqu'il en est beaucoup question aujourd'hui. Avant de vous faire réagir, je voudrais qu'on voit ces explications d'Adrien Develay sur la réalité de la pression fiscale en France. La pression fiscale la plus forte de l'OCDE. Parmi les 34 pays de l'organisation, c'est bien en France où la fiscalité est la plus importante. En 2017, les recettes fiscales ont atteint 46,2% du PIB, soit bien plus que la moyenne des autres pays de l'OCDE. Sur le podium, on retrouve ensuite le Danemark, la Suède et l'Italie. Une place de champion donc, mais l'OCDE intègre à son classement les cotisations sociales qui sont redistribuées, comme l'assurance chômage ou l'assurance maladie. C'est ce qu'on appelle, je dirais, des revenus donc différés. Donc ce sont des impôts qui ne sont pas des impôts au sens valeur absolue. Alors si on retient que les impôts, c'est-à-dire les impôts directs et indirects, qui ne sont pas redistribués, alors la France retombe dans une sorte de moyenne plus européenne. C'est pas très bon non plus, mais c'est quand même proche de la moyenne. Les conclusions du rapport sont donc une affaire de pédagogie. Pas sûr qu'elles apaisent pour autant la contestation des Gilets jaunes. Benjamin Correa, ça vous fait réagir ce qu'on vient d'entendre sur cette question de pression fiscale, de ras-le-bol fiscal qui éclate au grand jour avec cette révolte des Gilets jaunes, même s'il ne faut pas réduire ce mouvement à cet unique ras-le-bol fiscal. Il y a aujourd'hui un problème avec l'impôt en France ? Il y a deux questions différentes. Il y a les chiffres qui sont aujourd'hui publiés par l'OCDE d'un côté, puis d'autre part ce qui se passe et la question du consentement à l'impôt proprement dite. Bon, alors... Pascal Delima a commencé à le dire, on additionne des carottes et des navets quand on parle de contributions, de l'ensemble des contributions. Pratiquement la moitié de ce qu'on appelle la pression fiscale, c'est des contributions, c'est pas des contributions volontaires, des contributions involontaires parce que automatiques. Ça, c'est le choix de la France. C'est le choix de la France d'avoir socialisé sa sécurité sociale, d'avoir socialisé à travers les prélèvements obligatoires. Voilà, toute une série de risques et elle s'en porte extrêmement bien. Je vais donner juste un seul chiffre. Les dépenses de santé en France, c'est 11% du PIB. Bien. Lorsque ces dépenses de santé sont privatisées, c'est-à-dire lorsque les gens doivent souscrire des assurances privées, etc., et qu'on n'a pas un système socialisé, comme aux États-Unis, ces dépenses de santé sont de 19%. Donc, ces prélèvements obligatoires permettent dans toute une série de domaines de faire des économies. Ils permettent par exemple, en plus, aux enfants français d'aller à l'école gratuite à partir de 3 ans, alors qu'en Allemagne, c'est à partir de 5 ans. Donc, si vous voulez, c'est très choquant de dire champion de la pression fiscale. Non, on est les champions de la redistribution et de la solidarité. Bon, ça, c'est un premier point. Alors après... pour autant, le système n'est pas parfait, bien entendu. Et pour autant, un système fiscal proprement dit, alors même en incluant les prélèvements, ce qui, dans ce cas, serait par excès, n'est toléré que si, on a le sentiment que l'effort est justement réparti, et 2, qu'on a des contreparties suffisantes. Clairement, à propos de la taxe carburant, je m'arrête, il n'y a pas ce sentiment, ni que c'est justement réparti, parce qu'on a de l'autre côté l'ISF et on a toute une série de mesures qui ont été prises. On va y venir, si vous voulez bien, sur cette question de l'ISF, Benjamin Correa. Je voudrais votre réaction, Jean-Baptiste Danet. Du côté, cette fois, des entreprises sur ce ras-le-bol fiscal exprimé par les Gilets jaunes, comment est-il perçu ? Alors, il est perçu de façon où je crois que quand on parle de pression fiscale ou de ras-le-bol fiscal, on pourrait tout à fait dire que c'est
une perception qu'on a, nous, entrepreneurs ou chefs d'entreprise. Je crois que ce que vient de dire monsieur et ce système social, dont je crois il faut continuer à se féliciter par ailleurs, il pèse bien sûr en termes de coûts sur les personnes, enfin sur les particuliers, il pèse également sur les entreprises. Je veux dire, on est à peu près tous dans le même bain là-dessus. Je dirais que être champion du prélèvement fiscal, ça s'applique également aux deux. Je veux dire, nous, les entreprises, on combat sur un terrain qui n'est plus celui de la France, qui est un terrain de l'Europe, en tout cas, du monde parfois, voire même souvent, et qu'aujourd'hui, notre compétitivité est vraiment mise à mal par toute cette pression fiscale qui se structure autour de nous. Et je dirais que... Malgré les allègements de charges, et notamment du précédent gouvernement, je pense mais je crois que, par exemple. Je crois en fait qu'il faut regarder ça avec beaucoup de précaution et surtout beaucoup de sérieux. Les allègements de charges qui ont été le CICE, parce que c'est de ça dont on parle, ce n'est jamais qu'un retour au comptant de ce que nous avions payé à crédit dans les années précédentes. Et je crois que c'est là le souci. Le problème également, en ce moment, il vient de l'instabilité fiscale. C'est de dire qu'à un moment, on ne sait plus très bien qui habite où et qui va où. C'est-à-dire que ça augmente d'un côté, d'autres baissent, puis ça augmente de l'autre, etc. Je crois qu'on a tous besoin de stabilité et en fait de visibilité sur ce que coûte quoi et pourquoi chacun paye quoi. Donc les CICE, ça a permis de reconstituer une petite partie des marges. Je rappelle quand même que le CICE, in fine, c'est tout de même un allègement de charges essentiellement sur les salaires bas et médians, que c'est un acte qui a créé de l'emploi, ou en tout cas, parce que tout le monde peut le contester, mais pour nous, ça en a réellement créé. D'ailleurs, on a les chiffres, 770 000 ou pas loin de 800 000 sur les 3-4 dernières années. En tout cas, même si ceux qui le contestent, ça a permis d'en sauvegarder. Bon. Et je dirais que ça a permis d'en sauvegarder essentiellement sur les gens qui étaient le moins bien formés. Donc je pense que c'était totalement essentiel. Pour revenir à votre question initiale, je crois que la pression fiscale, c'est pas quelque chose dont les entreprises les entreprises sont concernées par la pression fiscale de la même façon que les particuliers. Attention juste, les entreprises les entrepreneurs vivent dans une concurrence qui est une concurrence européenne voire mondiale. Attention, la pression fiscale qui exerce sur nous est bien supérieure à celle de nos voisins, bien supérieure à celle du monde. Christine Lavarde, on est en plein débat budgétaire ici au Sénat. Ça a été rappelé par Bruno Le Maire en propos introductifs lors de la discussion générale. Il y a trop de taxes aujourd'hui, ça c'est une récurrence dans les propos, mais finalement on ne change rien en France. Alors, dans ce projet de loi, et on doit quand même porter ça au crédit du gouvernement, c'est qu'il y avait quand même quelques petites taxes pour lesquelles la suppression était proposée. L'Assemblée nationale a rajouté de nouvelles suppressions de taxes. Mais après, on voit bien que quand, par exemple, on s'attaque à des crédits en faveur de la promotion de la culture, quels que soient les objets, derrière, tout de suite, on vient remettre des amendements ou des limitations pour essayer de réduire la portée de la suppression de la taxe. Donc, tout le monde le dit, c'est le proverbe bien connu, dans chaque taxe, c'est une niche dans laquelle il y a un chien qui dort. Donc dès qu'on commence à s'attaquer à quelque chose, tout de suite on a la réaction qui vient. Mais effectivement, notre système fiscal est beaucoup trop complexe. Enfin, il n'y a qu'à regarder la hauteur du Code général des impôts et aller complexe et injuste, vous diriez ça, Christine Lavarde? Alors injuste, en tout cas, c'est le sentiment qu'ont dans les Français, puisque je crois que c'est 2 tiers des Français qui estiment payer trop d'impôts. Et après, quand on les interroge sur l'utilisation qui est faite de cet impôt, il y en a 8 sur 10 qui trouvent que l'argent est mal utilisé. Donc je pense que le problème est peut-être là. C'est-à-dire qu'après, je pense qu'il faut plutôt se féliciter de payer des impôts, car dès lors qu'on paye des impôts, ça veut dire qu'on a déjà atteint un certain niveau de revenu. Après, la question se pose effectivement, c'est comment est utilisé l'argent, et on peut tous penser qu'il y a un certain nombre de politiques publiques qui ne sont pas assez efficaces ou efficientes. Je crois qu'il faut pas mélanger les choses et pas mélanger les points. D'abord, si l'impôt sur la fortune avait été une telle catastrophe, on n'aurait pas été quand même, en 2016 et 2017, 2e pays au monde en termes d'attractivité de capitaux. Il faut quand même avoir ces éléments en tête. Moi, je veux bien, si effectivement les capitaux se détournaient de la France, très bien, mais la France, c'est autre chose que l'ISF. C'est bien sûr autre chose. C'est évidemment la qualité des étudiants, c'est ce qu'est le pays, etc. C'est un ensemble. Et donc, bien entendu, que ce n'est pas vrai. L'ISF n'a pas été, de ce point de vue-là, un vrai problème. Bon, il a été d'autant moins un vrai problème qu'on voit bien que cet argent qui est rendu, il n'a pas été
pour l'essentiel, rendu à des investisseurs potentiels. Il a été rendu à des familles un peu confortables qui ont reçu une manne dont ils n'ont pas eu finalement l'utilisation et dont l'utilisation ne sert pas à être réinvestie. Et d'ailleurs, si on veut faire... Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, pardon. Je voudrais entendre aussi Benjamin Corria, avant de conclure ce débat. On sait qu'il y a ce groupe de travail au Sénat pour cette évaluation de l'ISF. C'est salutaire, selon vous ? Mais bien sûr que non, c'est pas salutaire, parce qu'il faut quand même. Moi, je suis économiste, donc je vais expliquer techniquement que l'apport. Je suis désolée, on n'aura pas le temps. Très vite, l'apport de la finance à l'investissement net, c'est 0. Ça veut dire que cet argent qui est dans des portefeuilles d'actions, il va glisser d'une action à l'autre, il va ne rien créer du tout, absolument rien. Alors, on attendra le dernier les travaux point, du Sénat juste avec un mot quand même sur le SMIC, c'est que c'est un coût, mais c'est aussi une demande. Ça veut dire que si on coupe la demande en France, qui est le dernier moteur de la croissance, alors où on va ? Il n'y a plus d'investissement. Heureusement qu'il y a un peu de demande. Merci, très bonne suite des programmes à vous sur Public Sénat.